Bonjour, je vais parler de l'unicité au niveau cellulaire avec quelques extraits de documents. L'ultrastructure d'une cellule, la membrane plasmique. Donc j'ai un document de la recherche numéro 317 de février 99. Tremper un doigt dans de l'acide sulfurique concentré semble assez dangereux pour ne pas tenter de corser l'expérience en portant le bain à ébullition. C'est pourtant dans de tels milieux très acides et très chauds que se complaisent certains organismes vivants. Même si les milieux naturels aussi inhospitaliers sont relativement peu abondants sur notre planète, le nombre des extrémophiles que l'on y découvre ne cesse de croître. Leur survie repose sur un choix de composés structurels résistants et passe par une maîtrise de leur milieu intracellulaire. En cela, des micro-organismes ne font que suivre la règle générale, s'abritant derrière leur membrane comme toute cellule qui maintient à l'intérieur de ses frontières les paramètres chimiques optimaux pour son métabolisme. Lorsque les conditions extérieures se dégradent, c'est toujours la membrane qui assure cette constance du milieu intracellulaire. Si son rôle de protection vient immédiatement à l'esprit, il serait par trop réducteur de la considérer comme une simple barrière. Comment cette séparation active tient-elle une place principale dans cette adaptation aux environnements extrêmes? Grâce aux membranes, la cellule vivante est un assemblage ordonné de molécules et d'ions qui déterminent sa structure et active ses processus chimiques. Riche en lipides, elle résiste bien à la chaleur. En revanche, les protéines de la cellule sont plus fragiles. Même à leur température optimale de développement, les organismes extrémophiles dépensent une partie de leur énergie à la maîtrise de leur milieu intracellulaire. Celui-ci, le cytoplasme, est le lieu d'une série complexe de processus interdépendants supposant l'existence d'équilibres chimiques sensibles qui ne sont contrôlés que par les espèces en présence. C'est dire que l'usine chimique cellulaire ne fonctionne d'une manière optimale que dans des conditions strictement définies. En particulier, le pH cellulaire ne varie en général que dans une plage de valeurs relativement modérées, en général entre 5 et 8. De plus, la cellule régule les concentrations d'ions simples et de composés portant des charges positives ou négatives. Ces exigences ne peuvent être satisfaites qu'avec le concours de la membrane entourant le cytoplasme. Il lui appartient de permettre ou de stopper, de favoriser ou de freiner les mouvements d'ions et de composés essentiels vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ainsi, dans les milieux comportant de larges excédents pour certaines concentrations, le rôle de la membrane est essentiellement de limiter la pénétration des espèces en excès. En particulier, elle sera imperméable à tous les ions et composés chargés du milieu extérieur. Pour autant, le trafic qui la traverse ne peut pas être nul. Il doit fournir la cellule en nutriments et évacuer les déchets de l'organisme. Des protéines de transport spécifiques effectuent ces échanges vitaux. Fixées dans les membranes, elles fonctionnent comme des portes sélectives contrôlant le transport soit vers l'extérieur, soit en sens inverse. Cette fonction de contrôle est la clé de voûte d'un système plus complexe. La membrane plasmique maintient le pH, empêche l'entrée d'éléments indésirables, favorise l'entrée des nutriments, évacue les déchets. Donc, cette barrière protectrice sélectionne les entrées pour assurer la constance et l'activité de la cellule. Les organites cellulaires. On a le noyau qui contient l'information génétique qui caractérise la cellule ou l'individu. Il dirige l'activité cellulaire et peut transmettre ces informations à la génération suivante. On a la mitochondrie, l'usine énergétique de la cellule qui est donc indispensable à toute activité. Les ribosomes et le RG, plus l'appareil de Golgi, qui ont une action combinée pour fabriquer, transporter et exporter les protéines. Du coup, ces 5 organites, plus la membrane plasmique, plus le cytoplasme, sont systématiquement présents dans une cellule, car indispensables à son bon fonctionnement. Au niveau de la différence et la ressemblance entre les cellules animales et végétales. Toute cellule animale présente les mêmes organites, donc la même structure. Et la petite différence entre les cellules est liée à la présence ou non de chloroplastes. J'ai un autre document extrait de la naissance des cellules complexes pour la science de 1998. Les premiers organismes vivants sont apparus sur la Terre il y a environ 3,7 milliards d'années sous la forme de petits microbes unicellulaires semblables à certaines bactéries modernes. De telles cellules sont dites prokaryotes parce qu'elles sont dépourvues de noyau. En grec, karyon signifie noyau, le compartiment qui contient la machinerie génétique.
Grâce à leur remarquable faculté d'évolution et d'adaptation, les prokaryotes se sont diversifiés en une multitude d'espèces et ont colonisé tous les habitats disponibles. La Terre serait encore exclusivement peuplée de prokaryotes si un phénomène évolutif extraordinaire n'avait fait apparaître une nouvelle variété de cellules dites eucaryotes dotées d'un vrai noyau. En grec, eu signifie bien. Aujourd'hui, tous les organismes pluricellulaires sont composés de cellules eucaryotes, immensément plus complexes que les prokaryotes. Sans l'apparition des cellules eucaryotes, l'exubérante variété de la vie végétale et animale n'existerait pas et l'homme ne serait pas là pour jouir de la diversité et en percer les secrets. Les cellules eucaryotes proviennent sans doute de cellules prokaryotes ancestrales, mais on ignore comment s'est effectué le passage, car aucun intermédiaire de cette transition n'a survécu ni laissé de fossiles. Témoin direct. On ne peut qu'observer le produit final eucaryote, fort différent de n'importe quelle cellule prokaryote. Toutefois, certains caractères communs des prokaryotes et des eucaryotes soulignent leur filiation. Considérons les principales différences qui distinguent les deux types cellulaires. Les cellules eucaryotes sont beaucoup plus grandes que les prokaryotes. Leur volume est environ 10 000 fois supérieur. L'information génétique y est entreposée sous une forme bien organisée. Chez les prokaryotes, tout le message génétique est concentré sur un unique chromosome qui a la forme d'un anneau d'ADN en contact direct avec le hyaloplasme. Chez les eucaryotes, l'ADN est contenu dans des chromosomes regroupés à l'intérieur d'un enclos central bien délimité, le noyau. Leur cytoplasme est cloisonné par des membranes en un réseau élaboré de compartiments qui accomplissent une multitude de fonctions. Les cellules eucaryotes se distinguent encore par la présence d'un grand nombre, parfois des milliers, de structures spécialisées ou organites dont la taille est approximativement celle d'une cellule prokaryote. L'organisation des cellules prokaryotes est beaucoup plus rudimentaire. Néanmoins, les deux types de cellulaires sont indéniablement apparentés. C'est ce que démontrent leurs nombreuses similitudes génétiques. Cette divergence a probablement commencé il y a plus de 3 milliards d'années. La ressemblance, c'est la différence entre prokaryote et eucaryote. Donc, les définitions eucaryote, une cellule avec un vrai noyau, c'est-à-dire ayant son ADN enfermé dans une enveloppe nucléaire, et le prokaryote, une cellule n'ayant pas de vrai noyau, c'est-à-dire ayant son ADN qui baigne dans le cytoplasme. Une bactérie, donc c'est un prokaryote qui comprend une membrane plasmique, un cytoplasme, un chromosome géant, un matériel pour produire la protéine, le ribosome, et un matériel pour produire de l'énergie, la mitochondrie. Les prokaryotes n'ont pas d'organites, un cytoplasme compartimenté, mais ils ont tout le matériel nécessaire à la vie qui baigne directement dans le cytoplasme. Les cellules plus rudimentaires que les eucaryotes sont moins efficaces et vivent généralement seules. Un prokaryote est une bactérie qui est un être unicellulaire. Ces prokaryotes sont des cellules plus anciennes dont certaines ont créé les eucaryotes. C'est le résumé un peu du document, donc la conclusion. Toute cellule eucaryote ou prokaryote, animale ou végétale, est bien délimitée par une membrane plasmique qui définit un compartiment cytoplasmique qui comprend les éléments ou les organiques nécessaires à son bon fonctionnement. Donc la cellule est bien l'unité de structure de tous les êtres vivants. Donc au niveau de l'ultrastructure cellulaire, les rôles des organites. Donc on a le noyau qui contient l'information génétique et contrôle la cellule. Il est indispensable, il se trouve dans les cellules animales et végétales. De 5 micromètres de diamètre, c'est la plus grosse structure de la cellule. Cet organite contient le matériel chromosomique sous forme de chromatine, nucléofilament d'ADN contenant toute l'information génétique de l'organisme entier. Donc il a une membrane nucléaire, des pores nucléaires et le matériel génétique. On a la mitochondrie qui produit de l'énergie, qui est indispensable, qui est présent dans les cellules animales et végétales. C'est un organite ovoïde avec des crêtes internes spécialisées dans la dégradation des molécules organiques afin d'en extraire de l'énergie. Ces nombreux organites se nomment mitochondries, donc ils ont des crêtes internes, il faut se rappeler. On a ensuite les triples organites qui fonctionnent ensemble, les ribosomes qui fabriquent les protéines, ils sont indispensables, se trouvent dans les cellules animales et végétales.
Ce sont des petits organismes spécialisés dans l'assemblage des acides aminés pour permettre la construction de protéines. Ces ateliers de montage au ribosome sont souvent associés au RG. Donc le REG, son rôle, c'est de transporter les protéines. Il est indispensable, présent dans les cellules animales et végétales. Dans le cytoplasme, le REG, ou réticulum endoplasmique granulaire, occupe une large place. Ces réseaux de sacs et de tubes récupèrent les polypeptides et permettent leur maturation en protéines et leur acheminement jusqu'à l'appareil de Golgi. Et l'appareil de Golgi, son rôle, c'est d'exporter les protéines. Il est aussi indispensable et présent dans les cellules animales et végétales. Ce dernier, en relation étroite avec le REG, ressemble à un empilement de sacs aplatis qui bourgeonnent en permanence. Les vésicules produites emballent les protéines et les exportent soit dans la cellule, soit vers l'extérieur. Ensuite, pour les cellules végétales seulement, on a deux organites encore. On a la vacuole et la paroi cellulosique qui joue un rôle de tissu de soutien. C'est indispensable aux cellules végétales. C'est une immense plage, la vacuole remplie de liquide qui occupe 90% de la cellule quand la plante est correctement hydratée. Son volume diminue quand la plante manque d'eau. Ça peut aussi stocker des colorants. Et la paroi cellulosique, c'est un cadre rigide qui double la membrane plasmique et qui forme un véritable squelette interne. Et enfin, le chloroplaste végétal. Son rôle, c'est de construire les molécules organiques. C'est un organite contenant de la chlorophylle qui permet, en captant le CO2 atmosphérique et la lumière solaire, de construire des molécules organiques. C'est le lieu de la photosynthèse et il n'est pas indispensable. Au niveau des besoins nutritifs et échanges gazeux entre les métabolismes des cellules chlorophyllinielles et non chlorophylliennes. Donc, toutes les cellules vertes ou chlorophylliennes sont des cellules autotrophes, car elles fabriquent toutes seules de l'amidon sans consommer d'autres cellules ou d'autres matières organiques. Par la suite, elles respirent pour produire de l'énergie nécessaire à la production de leur propre matière. La cellule verte produit de l'amidon dans les chloroplastes à partir de matières minérales en présence de lumière. Cette synthèse à la lumière est nommée la photosynthèse. Et toutes les cellules animales et végétales non chlorophylliennes sont des cellules hétérotrophes car elles prélèvent de la matière organique dans le milieu extérieur en consommant d'autres cellules ou d'autres éléments organiques. Par la suite, elles respirent pour produire l'énergie nécessaire à la production de leur propre matière. La respiration décompose de la matière organique, riche en énergie, qui brûle, en présence de O2 pour fabriquer l'énergie nécessaire aux synthèses et au fonctionnement cellulaire. Quelle que soit la cellule, les réactions chimiques liées au métabolisme se déroulent suivant les mêmes processus. Donc, la ressemblance au niveau des phénomènes respiratoires et énergétiques.